Bonjour. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à caméra. C'est 10. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, c'est-à-dire entre les bureaux. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devrez aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucun entrée ni sortie de la salle n'est permis durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant au juge de se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Bonjour, Francis Grenier, directeur de compte des gens d'entreprise. Bonjour, Samuel de Saint-Hilaire, directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'UQAR, campus de Lévis. Je suis également professeur en sciences comptables, toujours le cas. Bonjour, Marie-Claude Lapointe, c'est moi qui ai rédigé votre cas. Je suis analyste financière chez Cascade, puis j'étais également présidente des Jeux du commerce, qui sont la plus grande compétition interuniversitaire. Puis je suis présidente de l'Organisme financier cette année. Bonjour, les parents d'études étudiants, juste pour vous faire informer. Je m'appelle Cassandra Cluny, je suis conseillère en fiscalité chez Gabriel Foyerville. Je suis chargée de cours au département de sciences comptables ici à l'UQAR, puis je représente le recrutement en tant que secrétaire. Bonjour, Emmanuel Boutin, je suis comptable spécialisée en consolidation à la Société Nantaco à Fédéric à Montréal. Eh bien, bonjour. Nous, dans le fond, on est du cabinet JEJ et on s'en vient aujourd'hui vous présenter le mandat qui nous a été donné sur la compagnie Réalisation Inc. Donc, pour débuter, je vais vous présenter mon équipe. Donc, aujourd'hui, moi-même, Jaël Chagnon, chargée de projet et spécialisée en marketing. Moi, c'est Jérôme Farah, CPA. Et Yod Benjamin, CFA. Donc, aussi, le mandat qui nous a été confié aujourd'hui, c'est un mandat de la part de Mme Gilbert, donc, dans le fond, propriétaire de l'entreprise, qui voulait qu'on analyse les avantages et inconvénients, dans le fond, d'avoir une machinerie 3D, donc, pour pouvoir aider son entreprise. Et ensuite, elle voulait qu'on analyse aussi les méthodes de financement pour cette machinerie et qu'on puisse l'aider avec les écritures comptables qui se trouvaient dans le fond, de cette année dans son entreprise. Donc, le déroulement de la présentation aujourd'hui, on va commencer par vous présenter le FFOM de l'entreprise, donc vous mettre en situation. Ensuite, les avantages et les inconvénients du projet. On va toujours parler du prix d'achat et des options de financement pour ensuite vous donner la recommandation de notre cabinet. On va vous présenter les états financiers qu'on a montés, les transactions de l'annexe 3 qu'on a comptabilisées et ensuite vous aurez la période de questions. Donc, tout d'abord, le FFOM de l'entreprise. Donc, l'entreprise de Mme Gilbert, elle est beaucoup écologique. Donc, dans le fond, à chaque fois qu'elle construit une maison, elle plante 10 arbres pour couvrir le CO2 qui est produit par la machinerie de la construction de maison. L'entreprise est en croissance, comme elle vous a mentionné. Les produits sont à la fine pointe de la technologie, donc elle essaie toujours d'avoir de la technologie qui est quelque chose hors du commun. Les faiblesses sont la rapidité de la croissance de l'entreprise. Donc, Mme Gilbert n'est pas nécessairement prête, dans le fond, pour toutes les technologies qui s'en viennent. Et elle construit selon les besoins actuels, donc elle ne prévoit pas nécessairement l'avenir. Les opportunités sont nécessairement l'imprimante 3D, donc dans le fond, ce qu'on va analyser aujourd'hui. Le développement durable, donc elle est beaucoup dans l'écologie, qui est un sujet très actuel pour l'instant, et les menaces qui sont les autres technologies qui se développent beaucoup plus vite. Donc pour l'imprimante 3D, comme mentionné plus tôt, on va vous présenter les avantages et les inconvénients. Donc si on débute avec les avantages, ça prend peu de temps pour la fabrication, donc 10% annuel. À peu près 5 maisons par année qui vont être construites plus rapidement. Aussi, la fonction écologique, donc les machines peuvent être construites avec l'énergie solaire, donc c'est beaucoup plus écologique, et le coût de production est moins élevé. Et ça va, dans le fond, augmenter nos ventes de 8% environ. Il va aussi y avoir une subvention gouvernementale qui est disponible. Pour les inconvénients, dans le fond, ça prend beaucoup de temps d'installation, donc peut-être un petit peu moins avantageux de ce côté-là. Le coût à l'achat est beaucoup plus élevé, donc immédiat. Les frais de transport, ce qui n'est pas pour le reste. On a besoin de main-d'œuvre beaucoup plus spécialisée, donc un besoin de formation d'employés. Donc beaucoup plus de coûts, beaucoup plus de temps dans ce qui concerne la formation. Et le manque de
d'espace. Donc, il va falloir prévoir des nouveaux locaux ou d'acheter un nouvel équipement, dans le fond, un nouveau bâtiment, excusez-moi, pour l'équipement, pour qu'on puisse loger le tout, puisque pour l'instant, dans les locaux actuels, on n'en a pas. Il faut quand même considérer qu'un grand avantage qui apporte à cette imprimante 3D, c'est que la valeur principale de cette entreprise-là, c'est d'être écologique. Ils veulent que l'écologie soit au cœur de la situation. Ils veulent aider l'environnement justement en plantant 10 arbres par année pour chaque maison pour compenser au CO2. Et l'imprimante 3D a vraiment une grande fonction écologique. Il y en a certaines comme machines qui peuvent fonctionner à l'énergie solaire. Il y a aussi qui prennent beaucoup moins de matériaux parce que l'imprimante va seulement servir à fabriquer une maison. Elle va être désactivée avant et après la fabrication, donc moins de temps, moins d'énergie consommée, moins de matériaux gaspillés. Ce qui est vraiment important pour cette entreprise-là, qui va aussi aider les clients qui sont touchés par cette situation de l'écologie. Pour ce qui est du prix d'achat, dans le fond, on a décidé de faire un échelon. On a passé du prix minimum jusqu'au prix maximum. On a fait une moyenne des deux prix, dans le fond, qui est le 1 125 000 et on a décidé de se baser là-dessus comme prix d'achat. Dans le fond, on a fait un avantage et inconvénient selon la solution qu'on a décidé de choisir, dans le fond, la meilleure option de financement. C'est un tableau qui le résume un peu. Donc, dans le fond, selon le 1 125 000, on a décidé de prendre l'expertise. Ils vont une meilleure expertise, plus de liquidité personnelle. Et en inconvénient, dans le fond, ils vont avoir une perte de distribution d'actions et une perte de 180 000 de l'épargne. En fait, l'expertise, c'est M. Caron, qui est le beau-frère de Mme Gilbert. Il y a plusieurs entreprises personnellement, ça fait plusieurs années qu'il est dans ce domaine. Donc, en arrivant et en offrant son argent pour financer l'imprimante, il va apporter une grande expertise, il va aider à prendre des décisions vu que Mme Gilbert commence dans cette industrie. La grande liquidité personnelle, donc Mme Gilbert va non seulement devoir débourser en totalité ses économies, seulement une petite partie, ce qui va lui permettre d'avoir plusieurs petites économies à long terme à pouvoir fluctuer. Pour les méthodes de financement, on avait trois options. La première qui était plus personnelle, qui touchait vraiment Mme Gilbert, qui était dans le fond un prêt personnel qu'elle devait prendre elle-même, qui avait un capital maximum de 400 000 sur 10 ans avec 8 % d'intérêt. Mais il fallait qu'elle mette en garantie sa maison une barre de 350 000 et qu'il restait une hypothèque de 350 000 à payer. L'option 2, c'était son beau-frère, M. Caron, qui offrait de prêter, investir 900 000 maximum. Comme première option qu'il lui a donnée, c'était de prix de 900 000 à condition que pendant qu'elle remboursait le paiement, elle devait donner 8 % des redevances de vente totale de l'entreprise durant l'année. Et à la suite du paiement total, elle devait mettre 2 % des redevances de vente à M. Caron. Pour une autre section qu'il avait lui aussi proposée, il y avait l'investissement de 900 000 pour 10 % des actions de l'entreprise. Et la dernière est en fond le prêt, 900 000 sur 10 ans à 20 % d'intérêt. Sinon, il y a toujours l'option 3 qui était le prêt fait au nom de la compagnie, Réalisation Inc., de 200 000 maximum grand capital. Par contre, c'était le maximum parce que la technologie n'était pas fiable et il ne voulait pas trop prendre de risques. C'était 5 % mais on n'avait pas de durée d'année, il n'y avait aucun détail. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Exactement. Pour ce qui est de la recommandation, dans le fond, on a décidé de prendre l'option 2 qui était M. Caron, qui a son 900 000 qui est dans le fond de choisir l'investissement pour les 10 % d'actions ordinaires. Plus, dans le fond, les financements personnels de Mme Gilbert. Dans le fond, la différence serait le 1,125 000. Dans le fond, 900 000 serait déduit pour M. Caron. 180 000 serait déboursé de Mme Gilbert et, dans le fond, le restant serait la subvention gouvernementale de 45 000. Avec les informations qu'on a eues, on a décidé de faire quelques états financiers et les comparer selon avant, après, avec la technologie et quelques petits détails supplémentaires pour mieux avoir une visualité et que Mme Gilbert puisse mieux prendre sa décision par la suite. Tout d'abord, avant, on a quand même une très bonne qualité de vente de plus de 17 millions, avec les coûts de marchandises vendus de 8 600 000 environ, ce qui nous donnait une très bonne marge bénéficiaire brute, mais le salaire qu'il prenait pour faire la construction des maisons est extrêmement élevé, de 5,7 millions, ce qui donnait seulement un bénéfice de 2,2 millions après l'impôt imposé par le gouvernement. Donc, ce taux
est intéressant. Ils font quand même pratiquement 2 millions et plus de bénéfices. Mais avec l'imprimante 3D, ils peuvent aller à 18 millions de ventes et plus, avec une marge bénéficiaire brute de 14 millions, ce qui est extrêmement élevé pour une entreprise qui est en début de démarrage. Les charges, il y en a plusieurs, mais les salaires pour la construction vont diminuer. Fait que les autres charges vont être négligeables, ce qui diminue à environ 550 000 $ de charges. Donc, une différence de pratiquement 5 millions, ce qui est extrêmement important pour une entreprise. Bénéfice avant impôt qui nous transporte à 13,7 millions. Bénéfice après impôt de 10,7 millions. Mais ces chiffres sont si les clients resteraient totalement avec elle. Les 100% de sa clientèle présente resterait avec elle et continuerait comme ça. Mais selon ce qu'elle nous a dit dans son mandat, elle croit que seulement 45% de ses clients vont revenir la première année. Donc, avec 45% de ses clients, on a une différence de 51% avant l'acquisition de l'imprimante du côté des ventes, 25% du côté de la marge bénéficiaire brute, ce qui nous apporte à 102% du côté bénéfices avant impôt et après impôt. Donc, l'imprimante est intéressante car on a quand même une bonne augmentation, mais il va quand même avoir quelques liens à vérifier car débourser l'imprimante est un gros achat, il y a de l'investissement à avoir en arrière de ça. Il va donc falloir vraiment vérifier car on a une augmentation de, on va dire, environ 2 millions pour le bénéfice après impôt si on prend notre 45%. Il faut quand même considérer qu'il faut une augmentation de 5% par année pour les prochaines années de vie, qui est 10 ans au total, donc moins 1 an de notre 45%, qui va nous augmenter quand même plus loin par la suite. Il va y avoir une petite réflexion sur ça pour la prise de décision. Je pense aussi que c'est important de mentionner que le 45% qu'on a choisi, là, même si Mme Gilbert avait fait dans le fond une étude de marché qui mentionnait qu'environ 54% de sa clientèle serait prêt à payer pour, dans le fond, des produits écologiques, pour payer un petit peu plus cher pour aussi du luxe. On a décidé d'y aller avec le 45% qu'elle croyait pour avoir dans le fond un chiffre encore plus sécure, donc pour pas s'imaginer un peu plus les montants et tout, que le projet soit plus réaliste. Il ne faut pas non plus oublier, dans le fond, le transport et la formation, c'est seulement des charges qu'on a déboursées la première année. Dans les prochaines années, nous serons plus présents. Donc, on a à peu près 55 000 qui seront plus dans les charges, ce qui fait aussi augmenter le bénéfice à la fin. Et ces chiffres, bien entendu, avec la charge de 547 000, il faut quand même considérer qu'avec nos options qu'on a conseillées, il y avait un 900 000 de déboursés. Mais si, par exemple, les coûts étaient de 750 000 pour l'achat de l'imprimante et non de 1,125 millions comme on a dit, car elle a dit qu'elle pouvait négocier à la baisse à cause du risque accru cet hiver au Québec qui peut brimer les fondations de la maison, les risques de nouvelles technologies. Si on descend à des prix moindres, elle pouvait utiliser le 900 000, donc la différence entre le prix d'achat et le 900 000, pour combler certaines charges supplémentaires. Donc, on pouvait y aller peut-être avec la formation, le transport, même le loyer des premières années qu'elle pouvait aller combler, ce qui aidait l'entreprise pour les premières années de début. Ensuite, il y avait certaines transactions qu'elle n'était pas sûre de savoir comment bien écrire, vu que son technicien comptable était parti et elle n'est pas experte en comptabilité. Donc, d'abord, elle avait un perçu d'avance de 50 000 pour l'achat d'une maison qui avait été faite au mois de décembre, mais elle va seulement être construite au mois de janvier. Donc, 50 000 de chèques qu'elle a reçus à son encaisse à perçu d'avance. Mais nous avons tout de même considéré que nous n'avions pas la facture. Il faudrait donc une autre écriture comptable selon la facture pour considérer le restant du montant et mieux faire les chiffres. Par la suite, il y avait un entretien et réparation de matériel roulant pour un moteur qui a été changé dans un des camions, ce qui va être de 5 000 $. Entretien et réparation d'immeubles pour l'électricité qui a dû être remplacée, ce qui est un 35 000 $. Il y a eu malheureusement une perte à cause d'une infiltration d'eau qui a détruit les stocks du coût de 25 000 $, ce qui est une perte sur sinistre. Mais heureusement, les assurances ont décidé de rembourser la totalité de ces pertes de valeur comptable. Donc 25 000 $ vont être reçus par les assurances par la suite. Nous avons aussi un entretien et réparation de bâtiment pour refaire la toiture de l'entrepôt suite à l'infiltration d'eau, car ils ne désiraient pas revoir cette erreur une deuxième fois. Nous avons aussi les loyers. Les loyers n'étaient pas sûrs de savoir comment les comptabiliser. Ils sont mensuels. Donc, pour la première année, nous avons 2 000 $ mensuellement, mais il était mentionné qu'il allait y avoir une augmentation de 10 % du loyer par année pour les 3 premières années, et les années suivantes, il a été stable selon celle de la troisième année. Donc, première année, 2 000 $, deuxième année,
2200 et 2420 $ pour la dernière année, qui va se poursuivre pour la suite des événements à ce prix. Pour ce qui est du financement, avec le 1 125 000 que nous avons décidé de choisir pour vous donner une bonne moyenne de prix, M. Caron devait débourser 900 000 $ en capital pour devenir un associé. Mme Gilbert, 180 000 $ de son argent personnel et la subvention gouvernementale de 45 000 $ qui est offerte par le gouvernement pour balancer le prix. Donc, c'est après avoir analysé tout ça, les avantages, les inconvénients et, dans le fond, les méthodes de financement qu'on a choisi l'option 2 pour Mme Gilbert. Puis, on a, dans le fond, fait les transactions de sa comptabilité pour 7 ans. Donc, si jamais vous avez des questions. Premièrement, merci pour votre présentation. Merci. Il est possible qu'une entreprise reçoive une subvention gouvernementale. Ce serait quoi le traitement comptable de cette subvention-là? En fait, dans ce cas, c'était une nouvelle technologie. Donc, le gouvernement, pour une nouvelle technologie, décidait d'offrir une subvention pour améliorer cette technologie. Donc, lorsque l'entreprise achète la technologie, elle peut aller voir le gouvernement et lui demander une subvention pour cette technologie. Le gouvernement va acquiescer ou refuser dépendamment de l'achat qui a été effectué. Le gouvernement va remettre l'argent qu'il a offert au début, selon le 45 000 que nous avons, va le remettre à la compagnie. La compagnie va pouvoir prendre cet argent, rembourser une partie de l'après, ou il peut même utiliser l'argent pour payer d'autres frais s'il le désire. Mais par exemple, si tu l'encaisses, tu vas mettre pas au crédit. L'écriture comptable. En fait, nous avons mis en caisse à recevoir du gouvernement présentement parce qu'il n'est pas encore reçu. Mais s'il est reçu, on va simplement prendre l'encaisse de 45 000 et on va le mettre à subvention gouvernementale, par exemple. Dépendamment de l'entreprise pourra avoir différents comptes pour le gouvernement. S'il y a eu plusieurs subventions, on ne sait pas cette entreprise-là, le compte qui était déjà créé, s'il y en avait un, donc on ne peut pas être sûr. Mais ça va être en caisse à un compte subvention gouvernementale ou à recevoir du gouvernement et des choses comme ça. Ici, je continue dans les questions comptables. Là, vous m'avez parlé, j'ai un nouveau moteur. Je me plais passer en dépense. Je me demandais s'il y a une raison particulière pourquoi il était à la dépense? Je pense qu'on l'a passé en fait en dépense parce qu'au début, c'était un nouveau moteur dans le fond pour remplacer l'ancien étant donné qui était brisé. Donc, nous, on l'a vraiment considéré comme un entretien, une réparation, donc comme une charge plutôt que comme l'acquisition d'un nouveau moteur. Je pense que c'est pour ça que... En fait, c'était simplement pour réparer le camion qui avait brisé le moteur. Il fallait en acheter un nouveau au lieu d'acheter un nouveau camion. Donc, seulement un entretien de réparation parce qu'on a réparé le camion au lieu de le vendre et en acheter un nouveau. J'ai une question, encore une fois, un petit peu comptable rendu là. C'est dans vos états financiers que vous avez présentés. Je vois que vous avez mis les salaires en charge et non dans le coût des marchandises vendues. Je me demandais pourquoi. Dans le fond, selon les principes comptables, les salaires sont considérés comme des charges et non coûts de marchandises vendues, car les coûts de marchandises vendues vont être, par exemple, le transport qui va être lié à ces frais, ou les marchandises en tant que telles, par exemple, les matériaux vont être utilisés pour faire servir l'imprimante et non le salaire en tant que tel. Et dans le fond, je peux rajouter, notre marchandise vendue, ce serait plus les matériaux qui vont être utiles à bâtir la maison, comme ce qu'on fait à la maison. Pour le travail des constructeurs, des employés, ça va être plus en charge. C'est nous qui travaillent, puis c'est nous qui les déboursons. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, je voudrais savoir, là, vous me commandez en fait de céder 10% de mes actions en beau-frère, en fait. Ça va me coûter combien, ce financement-là? Eh bien, le financement, il n'y a aucun financement. C'est un 900 000 qui donne en capital en échange de 10% des actions de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun remboursement aux 900 000 $, sauf qu'à chaque année, il y a un 10% à remettre à son beau-frère, M. Caron. Un 10% de quel montant? Un 10% des bénéfices. Okay. Obligatoire chaque année? Oui, 10% des bénéfices obligatoires chaque année. Mais on a considéré ça, on peut considérer ça comme une faiblesse, mais nous, on a considéré ça comme un avantage, car M. Caron avait beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise dans le domaine. Il pouvait amener une augmentation des bénéfices avec son expérience, qui pouvait augmenter, donc fluctuer son 900 000 $ si on veut. Et 10%
des bénéfices pour 900 000 est quand même un très bon échange quand on tient compte de 45 de la première année. Je crois que ça revenait à environ 500 000 pour la première année que M. Caron recevait en échange de 900 000 Ouais, mais il va falloir que je donne ça tout le reste de l'exploitation de l'entreprise. Oui, mais en fait, M. Caron va apporter de l'expertise. Donc, si c'est 500 000 la première année, mais l'année d'après, grâce à lui et grâce à l'imprimante, on est capable de faire 500 000 de plus, ce qui veut dire que les coûts vont négligeables et l'entreprise va évoluer, va acquérir plus d'expérience. Nous, c'est de cette façon qu'on décide. Super, merci. Ben, je vais en poser une dernière. Si je comprends bien, là, madame, elle va utiliser 180 000 de ses économies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le 420 000 restant? Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on avait 600 000 dans l'épargne à terme à 1,5 %. Là, elle pensait peut-être mettre de 200 000 dans un type environnemental. On enlève 180 000 de tout ça, il va y rester 20 000, donc le capital est moins élevé si on le perd totalement. Il va rester 400 000 dans son épargne à terme où elle va pouvoir faire de l'argent pour les années à suivre. Fin de période de questions.